Je vais commencer. Parfait. Alors, bonjour tout le monde. Merci de m'avoir accueilli encore cette semaine. Je m'appelle Laurent Crèche. Je suis résident 4 en psychiatrie ici à l'Université de Montréal. Je suis aussi étudiant dans le laboratoire du Dr. Chitra Aswad. Je fais la recherche en psychiatrie de toxicomanie. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui m'intéresse beaucoup. Premièrement, excusez-moi pour le bébé en arrière. J'ai dû rester à la maison avec le petit. Donc, peut-être vous allez entendre des gazouilles ou des pleurs. Mais retour à la présentation, je vais essayer de vous présenter un sujet qui est plutôt philosophique aujourd'hui. Qu'on va essayer de faire ensemble, c'est on va essayer de voir si c'est le moment de repenser les diagnostics en psychiatrie et de voir quelles seront les solutions. Avant qu'on commence, par contre, c'est important de juste faire des déclarations de conflit d'intérêts potentiels. Alors moi, je suis actionnaire minoritaire dans une compagnie, un startup ici à Montréal qui s'appelle OneCare qui a comme but de découvrir des tests de biomarqueurs en psychiatrie, mais mes implications avec la compagnie n'ont rien à voir avec le contenu de cette présentation. Euh, donc, les objectifs de notre présentation aujourd'hui vont être de 1, définir et comprendre le rôle des diagnostics en santé mentale, de 2, essayer d'analyser l'historique des diagnostics en psychiatrie et leur évolution jusqu'à nos jours, pour après identifier les problèmes associés au modèle catégoriel. Je vous expliquer un peu plus tard de qu'est-ce qu'on veut dire par modèle catégoriel. Et pour après, brièvement, explorer les solutions potentielles qui sont les approches dites transdiagnostiques et dimensionnelles. Euh, avant avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est important de mettre des définitions. Donc, je vais définir le mot diagnostic. En médecine en général, le diagnostic est un processus consistant à déterminer la nature d'une maladie ou d'un trouble et à la distinguer d'autres affections possibles. C'est un processus de différenciation. Donc, premièrement, on va séparer ce qu'on va dire la normalité ou être en santé d'avoir une maladie et on va séparer les maladies entre eux. Donc, la schizophrénie devrait être différente de la dépression. Mais en santé mentale aussi, les diagnostics sont importants parce que ce sont des outils de communication. Ce qu'on veut dire par communication, c'est ce qu'on veut dire par communication, c'est que ça nous donne un langage commun à discuter entre nous, en intervenants, entre médecins, et aussi avec les patients. Ça devrait nous aider à guider ou planifier notre traitement. Donc, si j'ai un patient avec moi qui a un TOC, ben, je devrais savoir comment le traiter. Et aussi, ça devrait guider notre recherche. Ça devrait avoir ce qu'on appelle une utilité paraclinique. Donc, euh, en Amérique du Nord, mais en particulier aux États-Unis, eux, ils ont un système de remboursement. Donc, s'il n'y a pas de diagnostic, ben, il n'y a pas de paye pour le médecin. Donc, c'est important quand même pour avoir ça. Pour les patients, pour les clients, ben, ça réduit aussi la stigmatisation. Ça donne un nom à la souffrance, ça donne la compréhension à ce qu'on souffre. Ça nous permet aussi à expliquer à nos proches, puis à la population, quels sont les troubles de santé mentale. Puis les systèmes diagnostiques vont influencer les décisions de politique publique. Quand on a une épidémie comme l'épidémie des opioïdes, ben, avoir un diagnostic de trouble d'usage d'opioïdes, on espère, ça nous aide à avoir plus de financement pour notre programme de prévention et pour notre traitement. Donc, les diagnostics sont quand même importants. Puis, les diagnostics sont avec nous dans la manière qu'on les connaît actuellement depuis quand même des centaines d'années. Émile Kraepelin, qui était un psychiatre au 19e siècle, pour lui, les troubles de santé mentale, c'était ce qu'on appelle des types naturels, qui veut dire c'est les troubles de santé mentale existaient véritablement dans la nature. Lui, il a décrit le trouble maniaco-dépressif, que maintenant on appelle ça la bipolarité. Il a aussi décrit le dementia precox, qui est la schizophrénie. Puis pour lui, ces troubles-là étaient des vraies affaires qu'avec la recherche et l'observation clinique, on allait pouvoir trouver les causes de ces problèmes-là. Et aussi pour lui, quand on avait un diagnostic en psychiatrie, ben, on, on l'avait ou on l'avait pas.
on souffrait de dementia precox ou on ne souffrait pas. Et ça, c'est le modèle qu'on dit, excusez-moi, j'ai perdu mon mot, catégoriel. Donc, catégoriel veut dire soit on l'a ou on l'a pas. Si on a le diagnostic, selon Émile Kraepelin, ça va être dans la limite de la normalité. Les personnes qui l'ont pas, ben, ils sont normales, et les personnes qui l'ont, ben, ils souffrent d'un trouble de santé mentale. 20 ans plus tard, Freud est venu avec le courant psychanalytique, puis ça a amené avec une vision négative du diagnostic. Premièrement, eux, ils utilisaient ce qu'on appelle la conceptualisation du cas. Et donc, on n'utilisait pas un diagnostic comme on l'utilise en médecine. Et deuxièmement, puisqu'il n'y avait pas de système formel de diagnostic qui existait dans le temps, ben, il y avait des faibles chances qu'un diagnostic soit fiable. Ce qu'on veut dire par cela, c'est que si deux psychiatres évaluaient le même patient dans ce temps-là, probablement ils arriveraient à un diagnostic différent. On fast-forward quelques années plus tard, puis on a le courant néo-kraepelien qui est l'ère où on est actuellement. Les néo-kraepeliens étaient des chercheurs à l'Université de Washington à Saint-Louis aux États-Unis qui, pour eux, la psychiatrie était une branche de la médecine, premièrement, et pour être une branche de la médecine, ben, elle doit utiliser des normes scientifiques standards et modernes. Et pouvoir utiliser et étudier la psychiatrie de façon moderne, pour eux, on devait avoir un système diagnostique. Et donc, ils ont créé des listes de diagnostics qui, eux, étaient essentiellement des listes de signes et de symptômes qu'on pouvait étudier et voir et comprendre essentiellement les troubles psychiatriques et développer des traitements. C'est la première liste de signes et symptômes qui a été décrite de façon standardisée étaient les critères de Feiner, décrits en 1972, où on avait 14 diagnostics dont on connaît l'alcoolisme, dépression et manie, qui sont très similaires aux diagnostics qu'on a actuellement aujourd'hui. Cette liste-là est devenue les critères les domaines de recherche clinique, qui est devenu par la suite le DSM-3, qui est le précurseur aux documents qu'on utilise aujourd'hui. Tous les diagnostics dans ce document du DSM-3 et actuellement sont des diagnostics, ce qu'on appelle catégoriels. Donc, comme j'ai dit avant, soit on a le diagnostic ou on l'a pas, qui se compare à un diagnostic qui est dit dimensionnel, qui va être quelque chose, des caractéristiques qui vont exister sur le long d'une gamme de possibilités. Pour poser un diagnostic actuellement en psychiatrie, ce qu'on nous apprend, c'est pour nos examens et de façon standard, ce qu'on devrait faire, c'est on devrait se fier soit au DSM ou au CIM, qui est l'équivalent européen, si on veut. Et le DSM se comporte, comme vous le savez probablement, mais se comporte de listes de signes et de symptômes et de traits et caractéristiques de personnalité. Et habituellement, on a besoin d'un certain nombre de signes et de symptômes sur le nombre total pour avoir le diagnostic. On a aussi des durées de maladie, l'évolution et certains spécificateurs. Dans le DSM, on parle plutôt de diagnostic catégoriel. Et c'est depuis 50 ans qu'on utilise ce modèle-là, ça fonctionne parce que les catégories en médecine, ils font beaucoup de sens. Ça nous aide à décider qui on traite et qui on ne traite pas. À qui je donne les antidépresseurs, à qui je donne pas. À qui je offre une psychothérapie, à qui je n'offre pas. Donc, les catégories en médecine font beaucoup de sens. Puis, en certaines spécialités, comme la microbiologie, ben, c'est seulement des systèmes catégoriels qu'on utilise. Soit on a une infection bactérienne ou on l'a pas, soit je l'attrape, le COVID, ou je l'attrape pas. Si, par contre, les troubles de santé mentale sont catégoriels, si on donnerait des questionnaires de dépistage pour un trouble quelconque, par exemple la dépression, à des milliers de personnes, ce qu'on retrouverait, c'est ce que vous voyez dans le figure A, juste en haut ici à droite. On va voir deux groupes apparaître. Un groupe qui ont peu de symptômes ou pas de symptômes, ça va être les contrôles, les personnes qui ne sont pas malades, et un autre groupe
qui sont malades, qui ont la dépression, qui ont beaucoup de symptômes. Et entre ces deux groupes-là, on va avoir ce qu'on appelle une zone de rarité, qui est une zone qui sépare les deux groupes où personne score. Et cette zone de rarité va être notre seuil de détection. Donc, ici, dans cet exemple, si je score 20, ben, si je score moins que 20, j'ai pas de dépression. Si je score plus que 20, j'ai une dépression et c'est assez clair. Les deux groupes sont séparés. Mais ce qu'on voit dans la réalité, c'est que les troubles de santé mentale sont distribués de façon dimensionnelle ou de façon continue. Si je donne des milliers de questionnaires à des personnes par rapport au dépistage de dépression, par exemple, on va voir les symptômes de dépression vont être distribués de façon continuelle. Il n'y a pas de zone de rarité et donc il n'y a pas de seuil de vraie détection. Et ça, c'est très important parce que ce qu'on voit maintenant dans la littérature, c'est que les seuils pour la majorité, si ce n'est pas tous les diagnostics en santé mentale, sont arbitraires. Je vais vous donner un exemple extrême, mais qui va faire mon point. Nos critères de dépression, comme je vous ai dit, il y en a 9. Les 9 critères de dépression, ils viennent d'une liste qui a été décrite en 1957 par M. Cassidy, un docteur Cassidy, qui lui avait décrit 10 symptômes pour avoir une dépression. Les 9 mêmes symptômes qu'on a actuellement, puis la constipation. Quand ils ont fait le DSM-3, ils ont dit, ben, la constipation, c'est pas vraiment un signe de dépression, donc on va l'enlever et on va garder 9 symptômes. Cassidy avait décidé qu'on a besoin de 6 sur 10 critères pour avoir un diagnostic. Donc, ils ont essayé de garder à peu près le même seuil, donc ça va être 5 sur 9 qu'on a actuellement encore. Par contre, quand on avait demandé à Cassidy dans les années 2000, pourquoi avez-vous choisi 6 sur 10 et pas 5 sur 10 ou 7 sur 10? Cassidy avait dit, ben, ça me semblait correct dans le temps. Ce qui veut dire que notre seuil de détection de dépression a été choisi par un homme dans l'année 1957 parce que pour lui, ça semblait correct, pour démontrer le fait que nos seuils de détection en psychiatrie sont arbitraires. Un autre problème avec les diagnostics actuels qu'on a, c'est ce qu'on appelle le problème d'hétérogénéité. Nos groupes qui sont capturés par nos diagnostics sont les personnes qui sont capturées par ce même diagnostic sont très différentes. La majorité des personnes ici peuvent me dire qu'ils n'ont jamais vu deux dépressions ou c'est rare qu'ils voient deux dépressions qui sont exactement la même chose. Il y a à peu près 1000, voire peut-être même 16 400 différentes manières de décrire la dépression. Pour le trouble de stress post-traumatique, ça remonte à 636 000 différentes manières. Donc, ça vous montre l'hétérogénéité extrême qu'on retrouve dans nos diagnostics. Un autre problème, c'est la comorbidité. Tous nos patients, ou la majorité de nos patients, ont 2, voire 3, voire 5, voire 7 diagnostics différents. Puis, beaucoup des auteurs vont dire que la comorbidité est un artefact de la classification plutôt que la réalité. C'est la manière qu'on a créé les diagnostics de façon catégorielle, ça crée des comorbidités. Notre problème, c'est la fiabilité que j'ai mentionné plus tôt, mais même aujourd'hui, dans les essais de terrain pour le DSM-5, quand on demandait à plusieurs psychiatres à évaluer les mêmes patients, on arrivait à des diagnostics différents. 40% des diagnostics dans les essais de terrain du DSM ont une fiabilité faible. Est-ce que les psychiatres ou les intervenants utilisent les diagnostics de la manière qu'ils sont supposés les utiliser? Il y a une étude en 2018 qui a demandé aux psychiatres à travers le monde comment vous utilisez le DSM et le CIM. Puis la majorité des psychiatres ont dit qu'on les utilise, ces documents-là, pour des fins administratives et la facturation ou pour communiquer avec d'autres professionnels. Et on ne va pas ou peu utiliser le DSM pour choisir notre traitement ou pour évaluer notre pronostic. Puis une autre étude en 2017 avait démontré que les psychiatres vont plutôt prescrire avec des dimensions dans leur tête plutôt que les diagnostics dans le DSM. Donc moi, quand je vois quelqu'un qui a la tristesse, qui a la difficulté à s'endormir, ça se peut que je ne vais pas aller trouver mes 5 sur 9 parce que les dimensions de dysphorie dans ma tête, c'est assez pour prescrire mes médicaments.
Donc, les diagnostics catégoriels, les diagnostics qu'on utilise actuellement, sont peu valides et peu utiles à cause du problème de dimensionnalité, à cause du problème d'hétérogénéité, à cause des comorbidités et des seuils qu'on dit qui sont arbitraires, à cause de la faible fiabilité et aussi l'utilité le fait qu'on l'utilise peu. Donc, quelle est notre solution? J'ai pas tant de temps pour vous décrire toutes les solutions en détail, mais je peux vous dire que il y a tout un courant de recherche actuellement qui est en train de regarder de différents modèles ou des modèles alternatifs de la psychiatrie ou de la psychopathologie. Puis la majorité de ces nouvelles modèles-là sont ce qu'on appelle transdiagnostiques et dimensionnels. Dimensionnels, donc on va pas dire qu'un patient est nécessairement malade ou pas malade. On va regarder tout le continuum de symptômes et on va tout considérer dans notre approche médicale. Mais aussi, on va aller de façon transdiagnostique. On va aller au-delà des rubriques et des catégories qui sont définies. Donc, il y a plusieurs modèles qui sont décrits actuellement dans la littérature, comme le modèle RDoC ou le Clinical Staging Model, le modèle HiTOP ou l'approche par réseau. Mon point ici, c'est que il y a potentiellement des alternatives qui se rapprochent à la clinique, mais qui ne sont pas encore prêts pour l'utilisation, mais qui sont quand même en train les chercheurs sont en train de les étudier actuellement. Si j'avais un message à vous passer aujourd'hui, ça serait qu'un diagnostic de santé mentale n'équivaut pas à un problème ou un trouble de santé mentale. Les diagnostics, la manière qu'ils sont décrits, sont ce qu'on appelle des types pragmatiques. Ils nous aident à accomplir une tâche, en particulier à communiquer notre message. Ils nous aident à penser, organiser notre pensée, mais ils ne sont pas tout le portrait. C'est des choses qui sont construites par des hommes dans l'année 1957 et c'est des choses qui sont pas nécessairement des types naturels comme Kraepelin avait décrit. L'eau qu'on boit, avec ses deux atomes d'hydrogène et son atome d'oxygène, est un type naturel. Toutes les molécules sont la même chose. Mais la dépression et la schizophrénie, même s'ils sont basés au niveau biologique, peuvent être plusieurs choses. Un problème de santé mentale peut être décrit comme un diagnostic, mais le diagnostic ne va pas raconter toute l'histoire. Par contre, on a besoin de systèmes de diagnostic pour construire la recherche, pour étudier les troubles de santé mentale, pour améliorer nos traitements et pour nos approches pour finalement aider les patients. Mais pour la clinique, une suggestion avec ce que je vois dans la littérature, c'est ne vous limiter au diagnostic. Le diagnostic n'explique pas toute la souffrance de la patiente et on peut aller au-delà du diagnostic pour mieux aider nos patients. Donc, merci beaucoup. Je laisse un peu de temps pour des questions. Merci beaucoup, Laurent, pour ce tour de force de présenter ça de façon condensée en une quinzaine de minutes. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour Laurent?